Bonjour. Alors, lors du cours précédent, on avait terminé sur la guerre de tranchées et j'avais oublié de vous montrer cette image pour illustrer un peu la violence de ce que pouvaient être les combats et l'utilisation massive de l'artillerie. Vous avez ici une photo d'un amoncellement de douilles d'obus qui vous donne un peu une idée de ce que cela pouvait être pour les fantassins hein, qu'on voit sur la photo ici, hein, ce qui pouvait se recevoir ou ce qui pouvait être envoyé de la part de leur état-major pour préparer leur offensive à eux. Ici, vous avez des Britanniques qui s'apprêtent à sortir d'une tranchée. Euh, C'était vraiment un déluge d'artillerie tel qu'il est illustré par cette photo ici. Donc c'était vraiment euh, des conditions de vie et des conditions de survie, on peut même dire, extrêmement horribles. Donc jusqu'à présent, on a vu un grand 1 sur les origines de la guerre. Dans le grand 2, on a vu les grandes étapes du conflit, hein, avec 1914 l'échec de la guerre de mouvement avec les grandes batailles de la Marne, de Tannenberg. Puis dans le grand B, le blocage en Europe qui va accélérer la mondialisation du conflit. Donc, dans un premier temps, on voit comment la guerre se bloque à travers notamment des fronts qui deviennent fixes en Europe, hein, que ce soit le front ouest entre la France et l'Allemagne, le front est entre l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne et la Russie. Donc, ces fronts qui se bloquent par l'illustration de la guerre des tranchées. Et dans un petit 2 aujourd'hui, nous allons nous intéresser à justement la mondialisation de la guerre. Alors cette mondialisation de la guerre, c'est finalement un prolongement assez logique à la guerre, hein, puisque les puissances engagées dans ce conflit, qui sont essentiellement au début des puissances européennes, sont également, vous le savez, des puissances coloniales qui disposent d'importants empires coloniaux, notamment les deux premiers avec la France et l'Angleterre. Donc le conflit se prolonge logiquement dans les colonies, notamment bien entre les colonies, par exemple, allemandes du Cameroun et de l'Afrique orientale allemande, qui est devenue aujourd'hui la Tanzanie. Eh bien, il y a des conflits avec les colonies et les pays colonisateurs voisins, que sont l'Angleterre et la France. Et la plupart de ces conflits, même tous ces conflits, vont tourner à l'avantage des Alliés. Alors ces conflits sont illustrés notamment avec la carte de l'Afrique, hein, même si on sait qu'il y a eu également des conflits en Asie, hein. Il y a une canonnière allemande par exemple qui a tiré sur Tahiti, hein, causant plusieurs victimes. Les Japonais ont attaqué le port allemand de Tsingtao en Chine. Donc le conflit se déroule également en Asie. Mais vous voyez ici notamment des attaques allemandes qui partent par exemple ici de l'actuelle Namibie qui à l'époque s'appelait le Sud-Ouest africain allemand, des attaques qui se dirigent vers l'Angola portugais ou vers l'Union sud-africaine britannique. De l'autre côté, vous avez des attaques à l'est, des attaques allemandes qui partent donc de l'Afrique orientale allemande vers les territoires de la Rhodésie qui sont sous domination anglaise. Mais vous voyez que de l'autre côté, eh bien, l'union des Belges, des Anglais s'en prennent aux Allemands et puis vont finalement, au prix d'une guerre finalement assez longue, réussir à battre les troupes allemandes en Afrique orientale allemande. On retrouvera la même chose alors au Togo. Alors là, ça sera avec des troupes françaises qui viennent du Niger, par exemple, mais des troupes aussi britanniques qui viennent du Nigeria. Et puis même chose au Cameroun avec des troupes britanniques qui viennent du Nigeria, des troupes françaises qui viennent de l'Afrique équatoriale française. On voit également que, j'en parle maintenant, mais on en parlera plus longuement dans une autre partie, symbolisé par des petits astérix rouges. On voit dans la légende qu'il y a eu un certain nombre de révoltes contre les recrutements. Donc on a toujours l'image du tirailleur sénégalais qui vient répondre à l'appel de la défense de la patrie, hein, de la France, avec des recrutements plus ou moins forcés. Eh bien, on voit qu'à ces recrutements plus ou moins forcés, voire souvent forcés, eh bien, il y a eu des résistances locales et que ça n'a pas été un grand engagement patriotique. C'était souvent des soldats qui étaient, on va dire, rasiés dans les villages où les populations locales étaient obligées de fournir des jeunes hommes en âge d'aller se battre en Europe. Alors le conflit, on va voir qu'il se mondialise et vous l'avez étudié notamment à travers un PPO qui est porté sur l'Empire britannique au combat avec l'opération dans les Dardanelles hein, en 1915. Pourquoi il va y avoir cette opération dans les Dardanelles? C'est-à-dire ici, hein, les Dardanelles, c'est le détroit qui commande l'entrée de la mer Méditerranée à la mer de Marmara. Et il y avait plusieurs objectifs, hein. Déjà, je vous l'ai dit, on voit qu'ici le front
l'ouest est bloqué, le front est est bloqué, le front entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie est bloqué également. Donc il y a une volonté d'ouvrir un nouveau front, au front au sud de la Méditerranée. Il y a une idée aussi d'affaiblir l'Empire ottoman parce que le détroit des Dardanelles commande aussi la ville de Constantinople. Donc prendre Constantinople, prendre la capitale de l'Empire ottoman, c'est favoriser l'effondrement de l'Empire ottoman. Et puis c'est aussi permettre aux troupes anglo-britanniques de faire la jonction, notamment à la flotte anglo-britannique, de faire la jonction avec la flotte russe, puisque la flotte russe avait un accès à la Méditerranée qui était bloqué, puisque les détroits étaient bloqués par les troupes ottomanes, par la flotte ottomane. Donc c'était de faire la jonction avec les flottes russes, donc notamment de pouvoir envoyer ensuite du renfort aux troupes russes et pouvoir éventuellement renforcer les troupes russes dans leurs efforts face à l'Empire allemand et à l'Empire d'Autriche-Hongrie à l'Est. Donc voilà un peu le contexte de pourquoi cette offensive dans les Dardanelles en 1915. Alors vous le voyez ici, hein, vous avez le détroit. Donc de février à peu près à avril 1915, la Royal Navy, donc la marine de guerre britannique, va tenter de forcer le détroit, c'est-à-dire de lever le blocus qu'avait instauré l'Empire ottoman de ces détroits. Et en fait, ce détroit va être sévèrement défendu par les troupes ottomanes. Il est notamment largement miné, tel que vous pouvez le voir. De nombreux navires britanniques vont couler. Et finalement, on vous l'indique, un 18 mars 1915, c'est l'échec de l'attaque navale franco-britannique, symbolisé par ces flèches qui font demi-tour. Donc l'attaque navale échoue, on va passer à la phase 2 du plan qui va être faire un débarquement terrestre qui va avoir lieu sur la péninsule de Gallipoli. Donc ensuite d'avril 1915, donc suite à l'échec de la Royal Navy britannique, d'avril 1915 à peu près janvier 1916, eh bien le corps expéditionnaire franco-britannique va débarquer donc dans cette péninsule de Gallipoli, qui est illustrée ici par cette photographie, où on voit notamment des troupes qui sont en train de pousser des canons. Et en fait, ce débarquement va permettre dans un premier temps de prendre quelques dizaines, quelques centaines de mètres de terre, mais le corps expéditionnaire va se heurter à une très forte résistance des Ottomans qui sont particulièrement bien fortifiés et vont connaître donc des massacres assez importants de leurs troupes, hein. L'artillerie va être utilisée, donc les troupes franco-britanniques vont être obligées de s'enterrer, hein, de se protéger. Donc la guerre de mouvement va être en fait très rapidement se transformer en guerre de position, hein, ce que vous aviez dû mettre en évidence à travers l'étude des documents, page 260-261. Et les conditions de vie des soldats sont extrêmement difficiles, hein. Le ravitaillement est extrêmement difficile. Il y a de nombreuses maladies. Beaucoup de soldats meurent également de maladies. Beaucoup de soldats souffrent de problèmes d'approvisionnement, notamment en eau, alors que nous sommes dans un climat quand même relativement chaud. Donc les conditions de ces soldats sont extrêmement difficiles. D'ailleurs, vous aviez le document 2, page 260, qui vous montrait des artilleurs australiens, puisqu'on en reparlera. Mais les forces australiennes et néo-zélandaises qui constituaient le corps des Anzac, c'est-à-dire Australian and New Zealand Army Corps, ont été largement employés lors de ce débarquement, lors de cette opération. Et on voit dans la photo 2, page 260, que les artilleurs australiens sont en train de combattre torse nu. S'ils combattent torse nu, c'est pas pour montrer leurs muscles sur la photo, c'est tout simplement parce qu'il fait très chaud. N'oubliez pas, hein, on est au sud de la Méditerranée, hein, à partir d'avril, hein, donc on arrive presque à l'été, et donc imaginez température 35-40 degrés, le manque d'eau est particulièrement préjudiciable pour les troupes. Alors ici, sur ces deux photographies, hein, vous avez une illustration d'une charge de soldats australiens qui malheureusement tombaient en grand nombre parce qu'ils n'étaient pas préparés forcément à résister au feu de l'artillerie, d'autant plus que pour de très nombreux Australiens, c'était un peu leur baptême du feu, hein. Ils avaient répondu à l'appel leur patrie naissante pour venir satisfaire les demandes de soldats de la métropole britannique. Et mais en fait, beaucoup n'avaient jamais connu de guerre de cette nature. Et donc, ces jeunes soldats mal préparés sont tombés un peu comme des mouches. Et de l'autre côté, juste en dessous, vous avez une photo hein, pour illustrer justement là, ce dont je vous parlais tout à l'heure.
les difficultés, notamment de ravitaillement en eau, hein. Ici, on voit le filtrage de l'eau pour le ravitaillement des troupes. Il était important que l'eau soit filtrée, notamment pour lutter contre les bactéries et éviter que les troupes tombent malades, notamment de maladies liées à la qualité de l'eau. On peut penser par exemple au choléra, à dysenterie. Donc, c'est des maladies qui vous mettent un soldat sur les flancs, et un soldat qui est sur les flancs, c'est un soldat qui manque ensuite au combat. Alors cette expédition et ce débarquement de Gallipoli va être donc un véritable échec, hein, pour le corps expéditionnaire franco-britannique. Les victimes vont être fort nombreuses, hein, des deux côtés, un bilan quand même d'à peu près 250 000 morts de chaque côté. Les troupes franco-britanniques ne s'attendaient pas à ce que les défenses ottomanes soient aussi performantes et que l'artillerie soit utilisée de façon aussi massive, hein, ce qui a causé de très nombreuses victimes. Finalement, ce qui est à retenir, c'est que ça a été le premier débarquement de l'ère moderne, hein. Bon, vous savez que par la suite, il y en aura de très nombreux, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, que ce soit le débarquement en Sicile, en Provence, évidemment le D-Day en Normandie, ou les débarquements, très nombreux débarquements américains sur les îles du Pacifique. Mais ce premier débarquement donc va être un véritable échec, et notamment le ministre de la Marine britannique, un dénommé Winston Churchill, va connaître des heures très sombres de sa carrière politique, hein. Il va passer à deux doigts de prendre sa retraite politique, hein. C'est dommage, il aurait manqué pour la suite de l'histoire. Et il est obligé à ce moment-là de démissionner. Donc en tout cas, ce qui est à noter, c'est que cette offensive se conclut par un échec du corps expéditionnaire, et donc l'impossibilité d'ouvrir un nouveau front tel qu'il était souhaité, l'impossibilité de franchir les détroits, de couper Constantinople du reste de l'Empire ottoman et de rallier l'Empire russe. Donc c'est un peu un échec sur toute la ligne. Alors je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, pour les Australiens et les Néo-Zélandais, si effectivement ils ont eu de très nombreuses victimes, ce débarquement de Gallipoli et notamment la date du 25 avril 1915 va être considéré en quelque sorte comme une fête nationale pour ces pays, parce que ça montre en quelque sorte le premier engagement massif de ces deux nations naissantes qui, en tant que dominion, c'est-à-dire en tant que pays qui sont qui doivent aligner leur politique étrangère sur celle de l'Angleterre, et qui sont en quelque sorte qui restent fidèles à la couronne britannique, même si elles ont une indépendance, hein, qu'elles ont un premier ministre qui est indépendant et qu'elles ont un gouvernement indépendant. Mais ces deux dominions ont fourni une aide précieuse à l'effort de guerre britannique, qui se manifeste pour la première fois de façon massive lors de ce débarquement de Gallipoli. On le voit avec l'affiche sur laquelle vous deviez travailler, hein, une affiche australienne qui appelait les jeunes Australiens à répondre à la campagne de recrutement. Et ces soldats australiens et néo-zélandais qui vont tomber, hein, les fameux diggers, hein, ceux qui étaient habitués à creuser des tranchées, eh bien, ils vont symboliser l'engagement patriotique de ces deux nations, et vont contribuer à faire émerger le sentiment patriotique dans ces deux pays, qui sont finalement des pays extrêmement récents. Alors, pour les Français, ça va être un peu aussi le cas, alors pas de l'émergement du sentiment patriotique, mais du moins, ce qui est à noter, c'est que les Anglais, de la même façon qu'ils ont appelé des Australiens, des Néo-Zélandais à les aider, ils ont appelé aussi de très nombreux soldats qui viennent de l'Inde, des Indes, pardon. Les Français, eux, vont faire appel beaucoup aux troupes aussi coloniales, hein, notamment aux troupes d'Afrique du Nord, que ce soit les zouaves algériens sont des soldats, hein. Donc les zouaves algériens ou français d'Afrique du Nord, qui vont participer à ces combats et contribuer également, puisqu'on est dans cette partie, à la mondialisation du conflit. Alors ici, vous avez justement deux photos qui illustrent l'engagement des soldats coloniaux français, hein, dans cette offensive des Dardanelles. Donc vous voyez ici ce qu'on appelle des tirailleurs sénégalais, hein, de l'armée française, hein. Ils avaient une sorte de calot rouge sur la tête. Ils ont été un peu popularisés par l'image colonialiste du chocolat Banania, hein, puisqu'à un moment, c'était un tirailleur sénégalais qui était représenté sur la boîte, avec marqué Yabon Banania. Bon, depuis, évidemment, ça a été, l'image a changé, parce que ça renvoie à une conception assez raciste qui prévalait à cette époque dans la société. Mais voilà, alors par tirailleurs sénégalais, hein, c'est un terme qui englobe au-delà des seuls soldats qui viennent du Sénégal. C'était un terme générique qu'on donnait en fait à tous les soldats noirs coloniaux qui viennent du Mali, de Guinée. On les appelait les tirailleurs sénégalais. On ne faisait pas de distinction entre eux, même si ça se trouve sur la photo, vous n'avez pas un Sénégalais. C'est tout à fait possible.